Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Dans un peu plus d'une heure, vous allez vous enfermer à huis clos avec 13 députés et sénateurs pour tenter de trouver un accord sur le budget. Mais sincèrement, quand on voit les positions des uns et des autres, des positions très arrêtées, est-ce qu'il y aura un accord ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il n'y ait pas un accord sur ce qu'on appelle la CMP. Alors, pas tant parce que la commission mixte paritaire ne pourrait pas se mettre d'accord, parce que majoritairement à une voix près, mais la droite et le socle commun, ils sont majoritaires. Simplement, de ce que je comprends, c'est que le gouvernement ne souhaite pas qu'il y ait un accord qui sorte de la CMP, qui soit ensuite battu au Sénat et à l'Assemblée. Pour éviter une humiliation au Premier ministre ? Pour éviter une défaite de plus, parce que je vous rappelle qu'en première lecture, ce PLF a été battu par 477 voix contre une. Donc je pense que du coup, il pousse à ce que, en réalité, la CMP ne soit pas conclusive et qu'une loi spéciale soit édictée dès lundi, qui permettra de passer l'année. Et puis, tout le monde reviendra en janvier pour essayer de discuter d'un budget. Est-ce que vous avez eu Sébastien Lecornu cette semaine, puisqu'on sait qu'il a rencontré les deux rapporteurs, qu'il y a eu des coups de fil à droite et à gauche? Non, est-ce que vous l'avez eu? Non, il ne m'a pas parlé. Et je pense qu'il sait que, pour ma part, je suis dans une opposition résolue au budget du gouvernement, qui est un budget, rappelons-le, parce que là, finalement, on ne parle pas de fond, on parle juste de forme, mais c'est un budget qui... faute d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des ultra-riches, là où le gouvernement les a mis depuis 2017, fait finalement les poches de tous les Français à travers des baisses budgétaires de beaucoup de ministères, à travers aussi des impôts augmentés pour les Français, par exemple le fameux barème qui ne serait pas indexé sur l'impôt sur le revenu, et avec une politique en plus très mauvaise pour l'économie. Donc sur le fond, ce budget, il n'est pas souhaitable, et puis en plus de ça, il n'a pas de majorité, parce que ce gouvernement est minoritaire. On est toujours sur le même problème depuis le début. Est-ce que c'est la droite sénatoriale qui empêche tout compromis aujourd'hui ? Puisqu'on a vu, elle a détricoté totalement le budget. C'est la copie du budget qui est examinée, la copie du Sénat qui est examinée aujourd'hui. Est-ce que c'est cette droite sénatoriale qui est un peu montrée du doigt, même par certains ministres ? Écoutez, moi, je pointe du doigt d'abord l'Élysée qui, depuis juillet dernier, a refusé le résultat des urnes, impose des gouvernements minoritaires, et je pointe du doigt aussi ceux qui n'ont pas censuré M. Lecornu en septembre dernier. Parce que là, il fallait arrêter tout de suite, repartir sur les urnes. Nous, on préférait, à travers une présidentielle anticipée, que les Français puissent choisir le cap économique qu'ils souhaitaient, une nouvelle majorité. Bon, ça n'a pas été fait, vous savez pourquoi ? Parce que le groupe socialiste n'a pas censuré M. Lecornu. Donc la première responsabilité, elle vient de là. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas forcer des oppositions, vous ne pouvez pas forcer des groupes à accepter un budget qu'ils refusent. Et la copie qui sort du Sénat, pour être très clair, c'est la copie initiale du gouvernement, certes aggravée sur plusieurs questions, notamment encore un peu plus de cadeaux fiscaux aux ultra-riches, mais ce n'est que la copie initiale du gouvernement aggravée. Ce n'est pas un document tellement différent. Et donc le problème, c'est le texte qui nous est arrivé, qui ne peut pas être majoritaire, encore une fois. Alors je suppose qu'en janvier, le gouvernement va certainement tenter cette fois-ci un 49-3. Voilà, en cherchant un accord préalable avec les socialistes. Une motion de censure. Oui. Mais on sait très bien que ça m'étonnerait que les socialistes votent cette motion de censure. Exactement, ils ont trop à perdre. Vous avez bien raison. Je pense qu'on est reparti. Tout le monde a trop à perdre. Il y a des municipales qui arrivent. Tout le monde. En tout cas, ceux qui refusent de retourner devant le peuple ont peut-être à perdre, mais nous, c'est pas notre idée. Nous avons dit depuis le départ que le peuple est la solution quand la situation est bloquée de cette manière-là. Et c'est vrai que ce que je crains, c'est qu'en janvier, on ait le remake de ce qui s'est passé avec M. Bayrou. Souvenez-vous, en février dernier, on avait battu M. Barnier, on l'avait censuré, on était tout près de pouvoir retourner aux urnes. Et ce qui s'est passé, c'est que le groupe socialiste n'a pas censuré M. Bayrou et le budget est passé comme ça. Et depuis, on subit des mois de plus de macronisme. Voilà, c'est un peu le scénario que je redoute encore en janvier. Alors, il y a un autre combat, cette fois, qui s'est déroulé à Bruxelles. C'est Emmanuel Macron qui était en première ligne sur le dossier agricole avec le Mercosur. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle a annoncé hier le report à janvier de la signature du traité. C'est une victoire pour le président français, un premier pas, ou c'est reculé pour mieux sauter ? Écoutez, je suis assez inquiet parce que je viens de voir que Emmanuel Macron dit qu'il est trop tôt pour dire en janvier ce qu'il va faire. Et donc n'exclut pas finalement de voter ce. Donc c'est reculé pour mieux sauter ? Là, tel qu'il le dit, oui.
j'ai accueilli avec satisfaction le fait que c'était reporté, parce que ça donne une chance de plus que cet accord ne soit pas signé. Mais les déclarations d'Emmanuel Macron disant que rien n'est fait et que si des mesures sont apportées, il pourrait voter ce Mercosur m'inquiète. Je rappelle que le Parlement français, à l'unanimité, a voté contre le Mercosur. Donc on a un problème démocratique par rapport à un projet qui reste mauvais, parce que c'est toujours le même, c'est amener des produits, importer des produits en France, cultivés, fabriqués dans des conditions sociales, écologiques moindres et à des prix plus bas. Donc tout ça est j'allais dire, quelque chose de mauvais pour nos agriculteurs, pour nos industriels et qui participe au grand déménagement du monde qui, à mon avis, n'est plus d'actualité. C'est la colère des agriculteurs qui a fait durcir le ton à Emmanuel Macron parce qu'il était moins virulent il y a un mois. Oui, vous l'avez dit. Oui, il envisageait de voter, de signer cet accord. Il y a tout. Il y a la colère des agriculteurs, mais il y a aussi encore une fois de plus ce vote à l'Assemblée qui est quand même unanime. Là, pour le coup, c'était une niche du groupe LFI, de France Insoumise, de mon groupe. Et je crois que Emmanuel Macron sait qu'il y a un refus très large dans le pays du Mercosur. Alors vous me direz, c'est pas ce qui l'a empêché d'imposer la réforme des retraites quand il l'a imposé. Il avait aussi un refus. Mais là, il se retrouve devant une difficulté. Et pourtant, il envisage quand même de le signer, alors que la position que j'attends de lui, c'est de dire que la France ne le signera pas et qu'en plus, si jamais cet accord passait, parce qu'il suffit d'une majorité qualifiée au niveau européen, eh bien la France aurait des mesures de rétorsion, par exemple d'arrêter de payer plus au budget européen qu'elle ne reçoit, c'est à peu près un différentiel de 9 milliards, et en plus ça arrangerait nos finances. Alors Emmanuel Macron était à Bruxelles, Sébastien Lecornu, lui, s'occupe de la colère des agriculteurs en France. Hier, il s'est rendu discrètement en Ariège pour rencontrer des éleveurs qui avaient dû abattre leurs troupeaux. Ce matin, il reçoit les organisations syndicales agricoles à Matignon. Qu'est-ce qu'il peut leur proposer, Sébastien Lecornu ? La seule chose qu'il peut leur proposer, qu'il doit leur proposer, c'est d'arrêter ce système d'abattage total des bêtes, des élevages, pour faire face à la crise et à la dermatose nodulaire. C'est ça qu'il doit faire, c'est ça qui est exigé. Bon, et nous, on l'exige depuis le 21 juillet. Le groupe LFI, on a écrit le 21 juillet, et il y avait eu un cas en Savoie, en disant c'est pas ça qu'il faut faire, il faut se reporter à ce que proposent des organismes de santé européens, mondiaux, ce qui est fait dans des pays comme la Turquie. Sauf que les scientifiques disent il faut abattre... des scientifiques. Il faut abattre totalement les troupeaux. Par exemple, l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'OMC Animal, disent que l'inverse, c'est-à-dire disent qu'il faut faire des abattages ciblés, des vaccinations massives et des quarantaines plus larges. Voilà, c'est ce qui est fait en Turquie avec réussite. Donc il y a des scientifiques qui disent ça, d'autres scientifiques disent l'inverse, et que je sache, il n'est pas acceptable aujourd'hui, à tout niveau, pour les éleveurs, mais aussi pour le bien-être animal, qu'on doit y réfléchir, d'être toujours dans un système où vous avez une bête malade et vous abattez absolument tout l'élevage. C'est quelque chose il y a un côté un peu barbare dans cette histoire, excusez-moi, mais et en plus qui n'est pas forcément efficace, puisque depuis le premier cas en Savoie, ça s'est étendu en France. On en est à 3900 bêtes abattues, plusieurs départements. Donc il est temps de revenir à une alternative. Et moi, je n'y peux rien si le gouvernement n'a pas anticipé suffisamment, n'a pas assez de vaccins ou autre. C'est à lui de se débrouiller. Alors, est-ce que ça veut dire pour vous que le gouvernement n'est pas à la hauteur de cette crise, Sébastien Lecornu s'en est emparé trop tard, il a laissé les choses aller un peu loin ? Ce gouvernement n'est en général pas à la hauteur de toutes les crises, mais là, évidemment, quand je constate qu'on a mis... la ministre a mis des mois, par exemple, à expliquer qu'il fallait vacciner davantage. Au départ, c'était des vaccinations sur des territoires très limités. Donc, elle a fini par accepter l'idée qu'il fallait vacciner de manière plus large. Donc, tout ça est un retard à l'allumage. Alors, ça a peut-être aussi un rapport avec les moyens, les budgets. On y revient. Je vous fais remarquer que le budget du ministère de l'Agriculture baisse depuis 2 ans. Dans ce pays, voilà. Et à un moment donné, ça a des conséquences sur les questions sanitaires, sur les questions de surveillance vétérinaire. Et là, il va falloir parler des indemnités aussi pour les agriculteurs, puisque les bêtes en quarantaine ne peuvent plus être vendues. Et les agriculteurs vont certainement demander à Sébastien Lecornu des indemnités. Ça, c'est pas encore prévu, c'est sur la table. Je les soutiens pleinement, parce que c'est pas eux qui sont responsables de la situation dans laquelle ils sont mis et dans lesquelles ils sont face à des situations absolument tragiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un agriculteur, une bête est malade et on lui dit d'abattre tout son troupeau. C'est quelque chose qui est insupportable. Merci. Éric Coquerel. Bonne journée. Merci.